Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Bonjour et ravi de vous retrouver pour notre débat hebdomadaire après une semaine d'actualité encore bien chargée. Le voyage aux États-Unis d'Emmanuel Macron lundi, il a été reçu en grande pompe par Donald Trump pour évoquer les négociations de paix en Ukraine. Cette visite a-t-elle été un succès pour le président français à grand renfort d'accolades et de tapes dans la main? Ou est-ce que le chef de l'État français est rentré bredouille alors qu'il venait défendre les intérêts des Européens et des Ukrainiens? On va voir ce que vous en pensez. Fin de cavale pour le multirécidiviste Mohamed Amra. Le fugitif en cavale depuis 9 mois a été arrêté en Roumanie, rapatrié en France. On rappelle que 2 agents pénitentiaires ont été abattus au péage d'Incarville lors de son évasion. Il a été placé à l'isolement dans une prison de haute sécurité à Condé-sur-Sarthe. Mais ce qui frappe, Michel, c'est le sourire qu'il arborait pendant son interpellation en Roumanie. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Sentiment d'impunité, signal envoyé à ses complices et aux narcotrafiquants? Là encore, je vous pose la question. La lutte contre l'immigration irrégulière au menu d'un comité interministériel organisé par François Bayrou. Le Premier ministre laisse 6 semaines aux Algériens pour reprendre leurs compatriotes sous OQTF avant de remettre éventuellement en cause les accords de 1968. Est-ce que cela peut marcher pour vous? Dans un contexte de crise diplomatique entre la France et l'Algérie, notre pays tente, on le voit, de riposter face aux provocations et humiliations quotidiennes que nous inflige l'Algérie. Rappelons que notre ami Boualem Sansal est toujours détenu dans les geôles algériennes alors qu'il est gravement malade. Enfin, la fermeture de C8, c'était hier soir, écran noir donc pour la première chaîne de la TNT, au grand désespoir des téléspectateurs, des salariés, des animateurs qui voient leur emploi menacé. S'agit-il d'une décision politique pour vous? L'Arcom est-elle une instance indépendante comme elle le prétend alors que son président est nommé par le président de la République? Là aussi, nous avons hâte de vous entendre, mon cher Michel Onfray. Voilà, pour le menu, est-ce que cela vous va? Parfait. On va commencer par le président français qui a été reçu à la Maison-Blanche lundi par Donald Trump. L'objectif, c'était, Michel, de faire entendre la voix des Européens dans les négociations de paix que se déroulent sans eux entre Américains et Russes. Cordialité de mise, accolade, tape dans les mains. Et puis, en fin de semaine, on va le voir, c'est le 2e épisode, douche froide quand Donald Trump annonce 25% de taxes douanières pour les Européens. Mais sur la mise en scène, on va écouter peut-être Donald Trump d'abord. Il parle dans sa conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron d'une éventualité d'une 3e guerre mondiale. On va voir ce que vous pensez de cette mise en scène de toute cette visite-là. D'abord, Donald Trump. Cette situation est terrible et elle pourrait dégénérer en 3e guerre mondiale. Je ne vais pas laisser cela se produire. Cette guerre n'aurait pas dû se produire, mais elle a commencé. Et quel désastre sanglant. Je suis heureux que le président Macron soit d'accord pour dire que le fardeau de la sécurité européenne doit être porté par les nations européennes et pas seulement par les États-Unis d'Amérique. L'Europe doit assumer un rôle important dans sa sécurité dans sa sécurité et dans la sécurité de long terme de l'Ukraine. Elle y est prête. Voilà, pour Donald Trump. Comment est-ce que vous jugez, Michel Onfray, cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis? D'abord, c'est assez réjouissant de voir que le drapeau français peut exister sans le drapeau européen. Depuis des années, on est flanqué de ce drapeau qui nous dit, en gros, au-dessus de la France. Parce qu'il figure derrière les 2 hommes, voilà, on le dit pour nos auditeurs. Donc là, on a effectivement le drapeau américain et le drapeau français. Par ailleurs, je pense que Trump a raison de dire que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire qu'on fait de la morale sur cette guerre. C'est pas bien, il y a un méchant, il y a un gentil, etc. En tout cas, il y a un agresseur, un agressé, c'est indéniable. C'est ce que j'allais ajouter, en disant on est d'accord sur ce sujet, c'est pas la peine d'épiloguer. Mais si on veut faire un travail un peu philosophique, c'est pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu? Comment a-t-elle eu lieu? Aurait-elle pu ne pas avoir lieu? Alors évidemment, sur un certain nombre de plateaux, ça n'était pas possible qu'elle n'ait pas lieu, donc l'affaire était réglée. On ne peut pas penser, l'affaire est déjà pensée pour vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Mais quand il dit qu'elle aurait dû ne pas avoir lieu, c'est que des choses auraient dû être faites qui n'ont pas été faites. Et des choses qui d'ailleurs n'ont pas été faites, mais il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple la trahison des accords de Minsk, c'est-à-dire l'humiliation de Poutine. On n'humilie jamais quelqu'un, ni même un peuple, impunément. Ça vous revient toujours dans la figure à un moment donné. Les gens n'oublient jamais qu'on les a humiliés. Et on a humilié la Russie depuis 1992, avec Mitterrand déjà. On ne va pas refaire l'histoire. Je veux dire, Mitterrand, etc. En fait, toute cette espèce de mépris que nous avons signifié à l'Union soviétique, puis à la CEI, puis à la Russie, tout ça a fait qu'il y a eu des problèmes, une espèce de décongélation
des peuples et des nations qui ont fait que d'un seul coup les régions sont revenues. La question du Donbass s'est posée, la question, etc., donc, de la Crimée. Et ça a été résolu dans une espèce de violence sous-jacente et d'impérialisme européen. Ça, c'est pour la grande photo. C'est la grande photo. Et quand c'est juste pour donner une petite note en dessous du propos de Trump qui dit cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un propos extrêmement intéressant. Par ailleurs, il reçoit le président Macron non pas comme le président de l'Europe ou un président putatif de l'Europe. C'est pas non plus l'Europe. L'Europe, ça n'existe pas pour lui. Enfin, du moins sur ce sujet-là. Vous n'avez pas géré le problème, vous avez mis de l'huile sur le feu, vous avez rendu possible une situation qui rendait possible, peut-être même, dans des logiques de causalité, une troisième guerre mondiale. Vous avez été inconséquent. Vous avez été incohérent, c'est ce que dit Trump. Oui. On ne joue pas avec les peuples et les nations comme ça. On ne permet pas à une puissance nucléaire de dire à un moment donné « Attention, attention, je risque de m'en servir, je risque de m'en servir ». En disant « Mais non, il ne le fera pas, bien sûr qu'il ne le fera pas ». C'était un peu léger et il a dit justement que c'était léger. Puis d'un seul coup, il arrive, il dit « C'est fini, bien sûr. Cette guerre est terminée ». Il passe sous silence les 4 années de mandat de Joe Biden, hein, qui lui, au contraire, n'était pas sur cette ligne-là. Ah, bien sûr. mais c'est d'où l'intérêt de la politique. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment des programmes qui s'opposent, et quand on n'a pas le choix entre machin et bidule qui défendent exactement la même chose, mais qu'on a vraiment une alternative, et que c'est Meloni, c'est Orban, c'est Trump, etc., enfin des individus qui nous disent « Non, nous, on pense au peuple d'abord ». Et c'est le peuple qui nous soutient, c'est le peuple qui nous défend. Est-ce que le peuple a demandé cette guerre? Est-ce que le peuple a voulu cette guerre? Est-ce que le peuple a choisi de payer cette guerre, les effets de cette guerre, quand cette guerre aurait pu ne pas être possible? Bien sûr que vous avez raison de rappeler qu'il y a eu une guerre, qu'il y a eu des morts. Par les Américains. Elle a été voulue par l'impérialisme européiste, dont on ne parle jamais. L'impérialisme, c'est d'ajouter des pays au pays en disant espace vital, comme disaient les nazis. Donc on augmente l'espace vital, puis en face, vous avez des gens qui disent « Mais si vous augmentez votre espace vital, c'est à mon détriment. » Et je ne vais pas laisser faire cette augmentation de votre espace vital, puisque ce sera au détriment de notre propre espace vital. C'est ça la politique, c'est de l'éthologie. Et donc il y a un moment donné où on calme le jeu, on ne fait pas ce que font Hollande et Merkel, en disant on fait un petit accord de Minsk, on ne va pas de toute façon le respecter. Pendant ce temps-là, on arme parce que la guerre, on la veut. Hollande a voulu la guerre. Merkel a voulu la guerre, Macron a voulu la guerre. Ils ont fabriqué cette guerre. C'était possible de ne pas la faire. Michel, on va justement se concentrer un tout petit peu plus sur les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, parce que je le disais, ils se sont montrés très proches, très complices dans les gestes. Il y a un petit extrait qu'on va écouter, c'est quand le président Donald Trump raconte une anecdote qui s'est passée à Paris lors de son premier mandat, lorsque le couple américain et le couple français vont dîner à la Tour Eiffel. Écoutez ce qu'il dit du président Macron. Je veux juste vous raconter une petite histoire. Nous étions à la Tour Eiffel pour un dîner avec votre merveilleuse femme et la mienne. Nous sommes sortis et le président Macron a commencé à parler en français. Et on n'avait pas d'interprète. Il a parlé, alors j'ai répondu oui, oui, oui. Et il m'a bien eu parce que le lendemain j'ai lu les journaux et je me suis dit c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. C'est un petit malin, je vous le dis. Voilà, et pour nos auditeurs, je le décris l'image, on voit le président Macron et le président Trump se donner la main, se faire des checks, comme on dit, et montrer une proximité qui paraît évidente. Comment vous la voyez, vous, cette proximité, Michel? Non, il tripote tout le monde, Macron, donc il a des proximités évidentes avec tout le monde. Il ne peut pas rencontrer des gens sans toucher le bras, la main, l'avant-bras, sans en serrer, sans embrasser, sans tripoter. En permanence, c'est d'une obscénité insupportable. Il n'a pas compris qu'il y avait 2 corps du roi et que le corps du roi n'embrasse pas comme ça, quoi. N'embrasse pas en disant « t'es mon pote, t'es mon copain, je te tutoie », etc. C'est insupportable, cette façon d'incarner la souveraineté nationale. C'est insupportable. Mais c'était un voyage réussi pour la France ou pas? Non, bien sûr que non. Parce que, d'abord, votre magnifique épouse, je ne commande pas votre magnifique épouse, je crois qu'il est capable de faire beaucoup d'ironie, Donald Trump. Et par la suite, il nous dit quand même quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit « ce type est un menteur ». C'est un petit malin, mais ça reste quand même un menteur. Donc voilà quelqu'un qui a des relations qui sont biaisées par le fait que lui, il parle l'anglais, Macron et Trump semblent ne pas parler ou comprendre le français. Toujours est-il qu'il dit clairement ce qui est dit, c'est-à-dire il a menti. On a eu un dîner, on s'est dit des choses, il a dit le contraire à la presse, le lendemain je découvre la presse, il a menti. C'est un petit malin. C'est ce qui s'est passé à Washington là. Mais c'est tout le temps. Les 2 hommes disaient absolument des choses différentes. Mais bien sûr. Donc il est reçu, mais pourquoi faire? Pour s'entendre dire 3 jours plus tard que
on augmente les tarifs, que la douane, etc., etc. Et puis, il fait quoi, là? C'est mon copain, toujours, il va aller le tripoter, il veut lui mettre la main sur le genou. Et j'ai vu dans la presse française des commentaires du genre « il interrompt le président Trump en lui mettant la main sur le genou ». Bah oui, c'est vrai, on imagine le général de Gaulle mettre le genou sur la main sur le genou de Staline en disant « Joseph ». Ah, le général. Joseph, c'est longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Oui, c'est ça. Donc tout ça est insupportable et c'est du blabla. Il continue à faire ce qu'il a l'intention de faire. De toute façon, Trump, il estime que le petit malin ne va pas se mettre en travers de la route. Le type qui s'est fait des bigoudis sur Internet pour parler de l'intelligence artificielle n'est pas crédible. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on vient d'évoquer la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Deuxième épisode, douche froide en fin de semaine, puisque Donald Trump donne une conférence de presse sur les taxes douanières, 25% pour les Européens, et surtout, il prononce cette phrase, et je m'en excuse auprès des auditeurs et des téléspectateurs, l'Union européenne a été faite pour emmerder les Américains. Écoutez-le. L'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Écoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Voilà pour Donald Trump. C'est bon, là, on a compris. Il va falloir qu'on passe à la caisse. Oui, je pense qu'il a tort. Elle n'a pas été faite pour emmerder l'Amérique, elle a été faite pour être un supplétif de l'Amérique en disant ce que vous n'avez pas réussi avec la politique de l'AMGOT, qui était la fameuse politique d'occupation militaire des Américains dès qu'ils sont arrivés le 6 juin 1944. Qui prévoyait une autre monnaie, comme vous l'avez dit. Absolument, avec une administration qui aurait été faite avec des pétinistes, parce qu'eux au moins étaient anticommunistes. C'était la courroie de transmission. Je rappelle quand même que Jean Monnet, qui a voulu cette Europe-là, était payé par la CIA, qu'il a eu de l'argent pour que ses mémoires puissent être écrites par un autre que lui, et que François Mitterrand, qui souscrivait absolument à Jean Monnet, a fait rentrer Jean Monnet au Panthéon. Tout est quand même très clair. Donc il y a une espèce de... L'Europe, elle a été faite pour détruire les nations. Elle a été faite pour détruire les peuples. Jean Monnet voulait pendant la guerre, d'ailleurs, que la France devienne anglaise et qu'elle disparaisse en tant qu'entité. Donc il s'agissait de constituer une espèce d'État américain supplémentaire. Je pense qu'il est assez inculte sur le terrain de l'histoire, probablement de l'histoire d'Europe. Non, l'Europe n'a pas été faite pour emmerder les États-Unis. Elle a été faite pour dire on est une courroie de transmission sur le terrain européen. D'ailleurs, toute la complicité avec les États-Unis, avec l'OTAN, toutes les bases qui ont été construites sur le territoire européen, cette espèce de façon d'obtenir une parité entre le dollar et l'euro, enfin tout ça donne tort à Trump. Le général de Gaulle, lui, voulait une autre Europe, évidemment. Et il voulait une Europe qui ne soit pas américaine. Là, il se trompe en pensant que l'Europe, elle a été construite contre les États-Unis. Non, l'Europe du général de Gaulle l'aurait été. Parce qu'il voulait une Europe des nations souveraines. Et là, pour le coup, en disant oui, il y aura deux puissances. À l'époque, il y a la puissance soviétique et la puissance américaine. Et il faut une tierce puissance, pour le général de Gaulle, et qui était une Europe conduite par la France. Je le rappelle, c'était le désir du général de Gaulle. Non pas une Europe conduite par l'Allemagne, comme ça a été le cas depuis Mitterrand, mais une Europe conduite par la France. Donc, une Europe française. Ça, c'est le général de Gaulle. Mais donc, il n'a jamais... Mais on en est loin. Comment ? On en est très loin. Oui, absolument. Michel Onfray, d'ailleurs, je suis surprise que vous n'ayez pas dit que l'Union européenne, au fond, elle avait été faite pour embêter les Européens. Pour embêter les nations, plus que les Européens. Parce que moi, je suis européen, mais je suis aussi un défenseur des nations. Donc tout est fait pour détruire les nations, et d'ailleurs pour détruire les peuples. On le voit bien. À chaque fois qu'un peuple vote mal, on lui dit « vous avez mal voté, on va passer par-dessus votre tête ». En permanence, c'est ainsi fait. C'est-à-dire en 2005, quand le peuple dit « on ne veut pas de ce traité européen », on a compris. Moi, j'avais compris en 92, comme beaucoup de gens, comme Philippe de Villiers, comme Jean-Pierre Chevènement, en disant « non, nous abandonnons notre souveraineté nationale ». Les gens ont eu besoin d'un certain temps pour comprendre. C'est pas grave. Mais en 2005, ils comprennent. Qu'est-ce qu'on leur dit ? En 2008, on leur dit « vous l'aurez quand même ». Et quand la dernière fois, les gens se sont exprimés et qu'ils ont voté en faveur de Marine Le Pen pour les législatives, qu'est-ce qu'on a entendu ? Mélenchon qui est arrivé 10 minutes après en disant « nous avons gagné, merci ». Voilà, et puis après, Macron qui dit « non, personne n'a gagné, c'est 3 points partout. Et puis d'ailleurs, vous aurez de toute façon le contraire de ce que vous avez demandé, c'est-à-dire encore plus d'Europe ». La preuve, on a eu Barnier, on a eu Bayrou, et on continue avec l'Europe, et les bornes et autres qui continuent dans cette logique-là. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant le retour en France du narcotrafiquant Mohamed Amra, qui a été incarcéré, je vous l'ai dit, dans une prison de haute sécurité à Condé-sur-Sarthe. Il était en cavale depuis 9 mois. Il a été arrêté en Roumanie, où il était en train quasiment de subir des opérations de chirurgie esthétique pour modifier l'apparence de son visage. J'ai tenu cette semaine à rappeler dans Punchline, Michel, le nom des deux victimes de cette évasion. Oui, 2 agents de la pénitentiaire qui ont été abattus sauvagement lors de l'évasion en mai dernier
au péage d'Incarville, Fabrice Mouello et Arnaud Garcia, l'un père de famille, l'autre qui allait voir un enfant. On va juste écouter le papa d'Arnaud Garcia, qui s'est dit évidemment soulagé après l'arrestation de ce multirécidiviste. Depuis l'information qu'il est interpellé, donc ça me retire un gros poids. Ça fait du bien qu'il soit arrêté, même après 9 mois d'enquête, mais ce qui prouve que les gars, pendant 9 mois, ils ont quand même travaillé. La haine, je l'ai depuis dès le départ. 5 minutes après l'assassinat, la haine est montée en moi depuis. Je l'ai toujours, elle est descendue un petit peu, mais je l'ai toujours, donc, et je l'aurai jusqu'au tribunal. Pour hommage évidemment à cet homme et à sa famille et aux familles de Fabrice Mouello. Quand vous voyez le sourire de Mohamed Amra lorsqu'il a été arrêté en Roumanie, qu'est-ce que vous vous dites, Michel? Que c'est un sourire qui nous est adressé? Ah oui, vous avez vu d'ailleurs la médiatisation. Et puis après d'ailleurs tout le showbiz va y avoir bientôt un film avec ce garçon là. On le voit, les motos, les hélicoptères, le Falcon. Donc évidemment un héros positif pour les nihilistes et pour les tenants de la décadence. Il est formidable ce garçon. Et je suis étonné d'ailleurs que Mélenchon n'en ait pas encore dit du bien, ou sa bande. Mais c'est une façon de dire le combat continue. Ce garçon, il a commencé à 11 ans. Entre 11 et 14 ans, il a un casier judiciaire qui est incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il ne devienne pas ce qu'il est devenu? Au-delà de sa majorité, rien. On n'a rien fait. Donc c'est un échec de l'État français, contrairement à ce qu'on raconte. Grand succès, on est allé le retrouver en Roumanie. Formidable, très bien. Mais il y en a des centaines d'individus qui ont fabriqué leur vie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? C'est-à-dire échec de ce gars, du fait qu'entre 11 et 14 ans, il ait été un délinquant haut de gamme. Échec du fait que quand il est en prison, ça continue le business. 16 téléphones portables. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc je veux bien, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui dans l'administration pénitentiaire ne gagnent pas beaucoup d'argent et que c'est facile de laisser passer, mais en même temps il y a toute une législation qui permet de ne plus faire de fouilles ou de permettre l'arrivée d'un certain nombre de téléphones. Mais enfin, c'est du business, c'est un bureau qui est dans sa cellule. C'est du télétravail. Absolument. Et il continue. Donc là, avec son sourire, il nous dit quoi? Mais ça continue. Les affaires continuent. Donc il a quel âge? Je sais pas, une trentaine d'années, même pas. Je suis même pas sûr qu'il ait 30 ans. Mais il dit simplement, ça va continuer. Donc comptez sur moi. Mais il sera dans une prison de haute sécurité, nous a dit Gérald Darmanin. Mais une prison... Ultra surveillée 24 heures sur 24, sans contact avec les autres. Oui, je ne veux pas présumer... Mais avec des visites au parloir et 2 heures de communication téléphonique par semaine. Oui, mais je ne veux pas présumer des gens qui vont le rencontrer, mais il rencontrera des gens. Et il va parler à ces gens. Et quand vous proposez des valises de 30 000 ou de 40 000 euros à des gens qui gagnent 15 000 euros, 1 800 euros ou 2 000 euros par mois, c'est facile de corrompre les gens. Donc c'est avec l'humanité qu'il faut composer. Il ne faut pas dire oh, mais c'est une prison tellement modèle qu'il ne pourra pas, etc. Avant de partir, il était en train de scier ses barreaux. Donc c'est un type qui a ça dans le sang, il ne va pas passer sa vie en prison. Donc il va rencontrer des gens, il va soudoyer des individus. La nature humaine est ainsi faite que vous avez des héros dans ce métier, mais vous avez des salauds aussi. Et des gens qui sont sensibles à l'argent, à la belle vie, et puis qui vont lui permettre de continuer son business. Il va pas faire des mots fléchés en prison, hein, et il ne va pas se mettre à apprendre le japonais non plus, il ne faut pas rêver. Donc son rire, c'est une façon de dire, ça continue, mais peut-être arrêter. Mais de toute façon, quand je vais être là où je serai, je vais continuer le business. Michel, j'aimerais qu'on évoque aussi ce qui s'est passé à Mulhouse, où une attaque terroriste s'est déroulée le week-end dernier, tout près du marché, avec le principal suspect qui est un Algérien sous OQTF. On va en parler parce qu'évidemment, ça a provoqué encore une hausse des tensions entre la France et l'Algérie. Mais là aussi, j'aimerais d'abord rappeler le nom de celui qui a été tué, Lino Sousa Loureiro, un Portugais de 69 ans, qui s'est interposé quand il a vu le terroriste avec son couteau, qui s'en prenait à des policiers. On va écouter la colère des habitants de Mulhouse qui disent qui dénoncent cette violence terroriste et qui disent leur ras-le-bol. Pas assez de sécurité et vraiment ça craint Mulhouse vraiment. Et c'est horrible qu'est-ce qui est arrivé parce que c'est un pauvre monsieur qui était là faire ses courses et il est décédé. C'est vraiment horrible. C'est très inquiétant parce que c'est un système un petit peu d'escalade. Ça fait des années que je vis dans cette région. Je suis natif de la région parisienne. Et je m'aperçois au fur et à mesure des années et de l'expérience que j'ai que ça se dégrade de plus en plus. Et hier, j'ai pleuré toute la nuit. Et vous voyez, j'arrive même pas à parler maintenant parce que ça fait frais, ça fait peur.
Il y a cette violence dont on parle quasi quotidiennement, Michel, maintenant, c'est à coups de couteau le terrorisme. Et là, c'est un acte terroriste. Hein. Mais bien sûr, mais je le dis depuis très longtemps, l'État islamique avait fait savoir qu'il fallait abattre les mécréants de n'importe quelle manière, avec des cailloux, avec des couteaux, avec des voitures, avec des camions, etc. etc. La chose a été dite. C'est très exactement ça qui est en train de se passer. Après, on nous dit, ah, mais profil de schizophrène. Après ça, on nous dit, ah oui, mais enfin, consommateur de hashish, haute dose, etc. Et à chaque fois, on évite la lecture politique. C'est une lecture politique. Clausewitz avait écrit un très gros livre sur la guerre et puis un petit texte sur ce qu'il appelait la petite guerre, la guérilla. C'est la guérilla, tout ça. C'est cette façon de dire tous les jours, vous aurez des coups de couteau, vous aurez de l'insécurité, vous aurez la possibilité de vous prendre une rafale, quel que soit votre emploi du temps. Vous êtes à une terrasse de café, vous êtes dans une gare, vous êtes dans un supermarché, vous êtes dans la rue, vous êtes dans un bus, vous êtes n'importe où. Sachez que vous ne serez jamais en sécurité. C'est une façon de le dire avec des profils qui sont toujours semblables. On n'a ni juifs, ni sikhs, ni catholiques dans cette logique-là. Donc c'est une guerre qui nous est menée avec des gouvernants qui nous disent, en sifflotant et en regardant en l'air, que ça n'a rien à voir, qu'il consommait beaucoup de hashish, qu'il avait arrêté un traitement antidépresseur, etc., etc. Enfin, toutes choses qui permettent d'éviter une lecture politique globale. Michel Onfray, on va faire une petite pause dans cette émission sur CNews et sur Europe 1. Et puis on va, dans un instant, évoquer le fait que cet individu sous OQTF avait été refusé non pas à 10 reprises par son pays, mais à 14 reprises. Ça va nous amener à parler des relations entre la France et l'Algérie. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on évoquait cet homme sous OQTF qui a tué à Mulhouse et qui a été refusé non pas à 10 reprises, comme on le pensait, mais à 14 reprises par son pays, l'Algérie. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Il a réuni un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration pour évoquer le sujet global de l'immigration. Il a parlé de Mayotte, mais évidemment aussi des tensions entre la France et l'Algérie, avec une mise en garde. Si, dans 6 semaines, l'Algérie n'est pas d'accord pour reprendre ses ressortissants sous OQTF, alors il y aura une remise en cause des accords de 68 qui confèrent un statut particulier aux Algériens. On écoute le Premier ministre. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminé la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Est-ce que la menace de François Bayrou peut porter, en tout cas c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice dit cela, Michel Onfray, est-ce que ça peut faire reculer ou bouger le gouvernement et les autorités algériennes qu'on différencie évidemment du peuple algérien? Ah oui, vous avez bien raison. D'abord, ce sont des informations qu'on ne donne pas à la télévision en disant qu'on va les donner au chef de l'État ensuite. C'est très humiliant. La diplomatie, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire, on ne dit pas, j'arrive à la télévision et je vous donne l'information. Il imagine quoi? Que le chef de l'État, il ne va pas être informé de l'information qui a déjà été donnée de cette manière-là. Donc, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne façon de faire, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on attend encore? Si vous avez des enfants qui ont ravagé la maison, ils ont tout détruit. Et vous dites, si vous continuez à toucher un fauteuil, il se pourrait bien que nous ne soyons pas contents. Et dans 6 semaines, on verra ce que tu auras fait. Ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi encore? Je rappelle que Boualem Sansal est en prison, que Boualem Sansal a un cancer, que Boualem Sansal est en train de faire une grève de la faim, que c'est un citoyen franco-algérien, qu'il est détenu arbitrairement. On ne met pas en prison quelqu'un pour un délit d'opinion, simplement parce qu'il a parlé, parce qu'il a donné un avis sur le Sahara occidental. J'ajoute d'ailleurs, entre parenthèses, que cette façon qu'ont Gérard Larcher et Rachida Dati de s'en aller au Sahara occidental, c'est-à-dire de mettre de l'huile sur le feu, c'est pas forcément très malin, sauf si on a vraiment envie de faire du en même temps. Mais si d'un côté on fait ce qu'il faut pour maintenir Boualem Sansal en prison en allant valider les thèses de Boualem Sansal concernant le Sahara occidental, et puis de l'autre côté qu'on réclame sa libération, qu'on ne dit rien sur le fait que l'Algérie est État antisémite,
dit très précisément, ce sera bien que M. Zirmen ne soit plus l'avocat de M. Boualem Sansal, car il est juif, et qu'il serait bon qu'il en choisisse un qui soit peut-être musulman. Ça n'a pas fait bouger dans les chancelleries. On n'a rien dit. Et personne n'a fait savoir qu'il était inadmissible que cet État antisémite puisse donner des leçons. Donc là, on lui dit, on vous informe qu'on va vous laisser 6 semaines pour que vous puissiez nous donner votre accord. Mais ces accords de 68, quand même, ils sont importants. Ils ont été signés 6 ans après la fin de la guerre. On les dénonce. Ils donnent un régime d'immigration favorable aux Algériens, entrée facilitée. Par exemple, en 2023, il y a 615 000 certificats de résidence pour des Algériens qui ont été délivrés. Ça peut quand même fonctionner, ça. Si on leur dit ça, on arrête ça. Ah, mais c'est pas que ça peut fonctionner, c'est que ça fonctionne si on dit que ça fonctionne au moment où on dit que ça fonctionne. Voilà. Nous avons décidé, etc. Vous imaginez le général de Gaulle disant, pour le coup, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, ça fait des années que vous nous humiliez, vous nous méprisez, vous vous moquez de nous, ça fait des années que vous nous refusez le retour de tous ces gens qui sont des délinquants qui nous pourrissent la vie, ça fait des années que vous contribuez donc à la délinquance en France. Et on ne fait rien, et on ne dit rien, et on dit juste à un moment donné, nous avons décidé. On ne va pas vous demander votre avis. Vous avez vraiment l'impression que dans 6 semaines, les Algériens, le pouvoir algérien va dire on a réfléchi, finalement, on va être gentil avec vous désormais. On reprend nos ressortissants sous EQTF. Vous savez, Julien Freund, le philosophe, avait soutenu sa thèse en disant mais la politique, c'est ami-ennemi. Et c'est pas vous qui choisissez vos ennemis, c'est les ennemis qui vous choisissent. C'est-à-dire, on a beau dire, mais non, mais on aime beaucoup l'Algérie, on aime beaucoup, etc., etc. Mais si eux ne nous aiment pas, et ils nous le montrent qu'ils ne nous aiment pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas dire, moi je refuse la guerre qu'ils nous mènent. Ils nous la mènent, il faut la mener. Et il faut la mener correctement, avec des gradations, et pas du tout aller à la télévision en disant les gradations, c'est ceci, c'est cela. On les connaît, on connaît nos armes. Pensez bien que des gens comme Trump ou des gens comme Poutine ne donnent pas leur jeu avant de le jouer. Là, on est en train de donner notre jeu, des gens qui disent on va pas jouer votre jeu. Moi je prends le pari qu'on n'aura pas un monsieur Tebboune qui dans 6 semaines nous dira j'ai bien entendu monsieur Bayrou et de fait Michel. D'ailleurs, quand on a posé la question aux Français, on a fait un sondage CSA, CNews pour Europe 1 et le JDD, mais ils sont très clairs quand on leur demande est-ce qu'il faut suspendre totalement les visas pour les ressortissants algériens afin que l'Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous EQTF. 84% de oui. Non, mais quelle que soit la question que l'on pose aux Français, c'est toujours entre 75 et 80%. Ils veulent de la fermeté. Ils veulent de l'autorité. Ils veulent la loi. Si vous avez une obligation de quitter le territoire, c'est que vous êtes hors la loi. Si vous êtes sans papier, c'est que vous êtes hors la loi. Si maintenant on dit non, mais c'est pas problématique d'être hors la loi, disons-le, ou refaisons la loi autrement. Mais voilà, des gens qui sont hors la loi. Et vous avez la France insoumise, la gauche qui court derrière et qui nous dit non mais c'est très bien ces gens finalement c'est pas très important, etc. Si c'est important. Donc il y a une loi. Si on dit que la loi ne marche plus, alors disons-le très précisément. Mais ça marche toujours quand vous traversez un village à 55 à l'heure. Là il y a toujours l'État qui vous rattrape. Vous n'avez pas la bonne vignette. Toujours le bon papier. Oui, pour rentrer dans la ville. On se dit tiens c'est étonnant l'État quand il s'agit d'ennuyer le citoyen de base, il est là, l'État. Quand il s'agit juste de dire on va faire de la politique avec des gens qui nous créent des ennuis, alors là, il n'y a plus de chef de l'État, il n'y a plus d'État non plus. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Vous avez été choqué cette semaine par un éditorialiste qui sévit sur de nombreux plateaux, qui a estimé que ce que la France a fait en Algérie, cela correspond à 100 Oradour-sur-Glane, massacre perpétré par les SS de la division Das Reich le 10 juin 1944 et qui a fait 643 morts parmi les villageois. On écoute cet individu et puis je vous écoute ensuite. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête en Algérie. Vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais
On n'a pas mis des... Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Michel Onfray vient d'écouter Florence Portelli, vice-présidente LR de la région Île-de-France, qui répondait à un éditorialiste qui s'appelle... Je vais le dire pour vous, Jean-Michel Apathy. Oui, je préfère. Comment vous jugez cette comparaison historique ? J'ai appris qu'il avait quitté l'école à 14 ans, ça se voit. Mais il aurait repris des études après pour être journaliste. Alors ça compte pour rien. Mais je veux dire, il donne des leçons d'histoire. Alors on va lui en donner une. Je pense que ce monsieur qui est à gauche, hein, évidemment, il est dans la bien-pensance, oublie quand même que le colonialisme est une affaire de gauche. Ce sont les Jacobins qui ont voulu ça pendant la Révolution française, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Anacharsis Clotes, et qui voulait le genre humain universel réuni avec la République, etc. Après, des héros dont on parle toujours en coupant leur texte en morceaux. Je songe par exemple à Victor Hugo. Victor Hugo a fait l'éloge du colonialisme. Victor Hugo, quand il nous dit les États-Unis d'Europe, tout le monde dit c'est formidable. Si vous allez sur le portail de l'Europe de Maastricht, vous avez un texte qui est amputé. J'invite les gens qui nous écoutent à aller voir le texte entier de Victor Hugo. Pas du tout ce truc formidable, disant « Ah, les États-Unis d'Europe, ce sera formidable ». Il dit « Il faut arrêter les guerres », Victor Hugo. Il faut arrêter les guerres, et puis il faut investir dans l'industrie. Et nous qui sommes des Blancs, c'est-à-dire de race supérieure, c'est cité d'ailleurs très précisément par Jules Ferry, homme de gauche, s'il en est un, homme de la laïcité, de la République, etc., qui lui défend aussi le colonialisme un peu partout. Victor Hugo, Luc Ferry me pardonne, Jules Ferry, Anacharsis Clotes précédemment, sont des gens qui nous disent « Mais nous, on a le génie, on a la Révolution française, il faut l'exporter. » Moyennant quoi, il faut aller l'exporter aux jaunes, aux noirs, à toutes ces races inférieures, aux arabes, et ils justifient le colonialisme. Donc le colonialisme, c'est pas la droite qui veut l'installer ou l'instaurer, c'est la République française. Ce sont les mêmes qui font d'ailleurs les guerres révolutionnaires de Napoléon, je le rappelle. Ces guerres qui supposent que nous allons emporter la liberté, l'égalité, la fraternité, la République un peu partout sur la planète. Donc d'abord, c'est son monde qui rend possible la colonisation. La deuxième chose, c'est que cette façon de voir du nazisme partout, ça aussi, c'est une signature de la gauche. Et d'insinuer donc que le génocide commis par l'Allemagne nazie serait en fait inspiré de ce qu'aurait fait la France en Algérie. Ben oui. C'est une façon de réécrire l'histoire, en fait. Oui, enfin, vous savez, un certain Bernard-Henri Lévy, dans l'idéologie française, nous dit que la France a inventé le fascisme et le nazisme. Donc ça procède un peu de la même chose. Je pense que quand on joue un peu légèrement avec les concepts de l'histoire, et qu'on voit des fascistes partout, de l'extrême droite partout, des nazis partout, on dit ce genre de sottises. On finit par dire que finalement, c'est le général Bugeaud qui a inspiré Adolf Hitler, et que les chambres à gaz, elles procèdent de la politique coloniale française, une politique de gauche. D'ailleurs, je rappelle que dans national-socialisme, il y a socialisme. Ça n'intéresse jamais personne, cette information. Mais Apathy nous donne des leçons d'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Mais en fait, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire, avec cette façon de laisser croire qu'il est capable de donner des leçons d'histoire tous les soirs, sur tous les sujets, quelles que soient les questions ou les questionnements. Faisons de l'histoire, justement. C'est son petit monde politique, la gauche, qui a rendu possible la colonisation et le colonialisme. Donc si effectivement, il y a eu, avec Bugeaud et quelques autres, des exactions, ça ne se fait pas gentiment. Hein, la colonisation de l'Algérie, ça me paraît évident. De là à dire, c'est du nazisme. Et c'est son petit monde, c'est tout son petit monde. Les gens qui se sont opposés à ces choses-là, c'était pas la gauche à l'époque. Donc il arrête de laisser croire qu'on peut nazifier tout le monde, et que dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un suppôt du Front National, du Rassemblement National, c'est que vous êtes un vichiste, c'est que vous êtes un pétiniste, c'est que vous êtes un type d'extrême droite. Aujourd'hui, on voit de l'extrême droite partout, donc elle n'est plus nulle part. On voit de l'antisémitisme partout, donc on ne le voit plus nulle part. Donc on voit de l'antisémitisme là où il n'y en a pas, mais chez Rima Hassan, on n'en voit pas. Alors, chez Jean-Luc Mélenchon, on n'en voit pas non plus. À la France Insoumise, on n'en voit pas de l'antisémitisme. Et je précise que le maire d'Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix, mais aussi Agathe Ebra, la petite fille du dernier survivant d'Oradour-sur-Glane, ont été fortement choqués par les propos qui ont été tenus sur une antenne d'une grande radio. On est sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray, dans Face
Express, Michel Onfray. Vous venez d'évoquer Rima Hassan, eurodéputée La France Insoumise, qui a fait un aller-retour express en début de semaine en Israël, qui n'a pas pu rester sur le sol israélien, étant donné que les autorités israéliennes l'ont prié poliment de reprendre l'avion de retour. Elle a été interrogée sur une radio périphérique en fin de semaine. Elle a estimé que les enfants Bibas, vous savez, ces deux bébés, Gvir et Ariel, n'ont pas été assassinés par le Hamas, alors que l'autopsie a prouvé qu'ils avaient été même tués à main nue par les terroristes qui les détenaient. Écoutez ce qu'elle a dit sur une antenne. Hier, funérailles de Shiri, Kfir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non, parce que là aussi, la famille... Ni tués, ni assassinés, ni... Franchement, je regrette que vous n'ayez pas à minima fait une revue de presse sur le sujet avant d'ouvrir ce sujet. Je n'ai pas travaillé, Rima Non, Hassan. mais encore une fois, je ne sais pas qui prépare les fiches ici, mais il faut peut-être revoir un peu la méthode. Il n'y a pas de fiches. Non, mais alors donc, on va revenir sur cette affaire. Figurez-vous que la famille Bibas elle-même a demandé aux autorités israéliennes d'arrêter notamment de commenter les circonstances de la mort des membres de sa famille, précisément parce qu'elle-même n'a pas reçu des informations officielles et claires sur les comptes rendus qui ont été notamment communiqués par l'armée israélienne. Et par ailleurs, il faut aussi soulever qu'aucun membre du régime israélien n'a été invité à ces funérailles, et ce qui est plutôt... ce qu'il faut relayer... Voilà pour Rima Hassan, interviewée par notre confrère Jean-Jacques Bourdin. Tout est faux, évidemment. Les rapports d'autopsie sont extrêmement clairs, Michel Onfray. Oui, je m'étonne qu'elle ne soit pas en garde à vue, qu'il n'y ait pas encore la justice sur le coup, que l'ARCOM soit silencieuse. Enfin, à un moment donné où on se dit, il y a des gens qui, pour moins que ça, ont des problèmes et se retrouvent au tribunal. Mais c'est le discours négationniste. Ça n'a pas eu lieu, point à la ligne. On a eu, de toute façon, des images qui ont été fournies par le Hamas lui-même, puisque de toute façon, ces gens, quand ils ont assassiné, tué, violé, etc., ils ont filmé ce qu'ils ont fait. Et on a vu ces images-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette dame, avec ces images-là, que ça a été inventé par les sionistes, l'entité sioniste, ou par la CIA, que ce sont des images de synthèse fabriquées par intelligence artificielle. On a quelqu'un qui nous expliquait même très précisément, un jeune homme qui dit que son père a violé une femme, qu'il a tué cette femme après l'avoir violée, que lui-même a violé cette femme qui était morte. C'est-à-dire, on a de l'inceste, on a de la nécrophilie. Ça a été dit par des gens qui ont avoué ces choses-là, qui ont filmé ces choses-là. On a entendu leurs appels téléphoniques qui ont été donnés à des familles. L'un qui était totalement hystérique parce qu'il avait dit qu'il avait tué une dizaine de juifs, etc. Donc cette façon d'être négationniste, d'ailleurs c'est bien dans l'esprit de la gauche. Vous savez, quand Rousseau dit « commençons par écarter les faits », c'est ça le principe de la gauche. C'est commençons par écarter les faits. Le réel n'a pas eu lieu, c'est l'idéologie qui fait la loi. Des enfants juifs ont été tués, ça ne peut pas être le Hamas, puisque le Hamas est un lieu de résistance, etc. Donc c'est comme ça en permanence, mais elle n'est pas la seule. Il y a des centaines de milliers de gens qui la suivent et qui le pensent. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui me disent « mais c'est de la propagande, ces enfants n'ont pas été tués par le Hamas, etc. » Qui sont des gens... bien sûr eux. Et Michel Onfray, on a une pensée évidemment pour les enfants Bibas, Kfir et Ariel qui ont été mis en terre avec leur maman Shiri pour être réunis par-delà la mort. Et bien sûr pour notre compatriote Ohad, dont la dépouille a été restituée à l'État d'Israël. C'est un crève-cœur. Voilà, on espérait qu'il serait libéré. Il fait partie évidemment des otages qui ont été massacrés aux mains du Hamas. Hommage à ces victimes-là. C'est un échec aussi de la diplomatie française et du gouvernement français. Je veux dire, on a eu des otages français qui sont... Enfin, voilà ce qui s'est passé. On a un otage français encore avec Boualem Sansal et il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'impuissance... On a des otages en Iran ? Oui, bien sûr, vous avez raison de le préciser. Mais vous voyez ce qui se passe, quoi. C'est de l'impuissance diplomatique française, l'impuissance du gouvernement français. Alors, on peut aller faire les kékés avec Trump en disant je lui tape sur le genou, je le tutoie et puis je te serre la main, etc. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un chef d'État qui ait une parole forte, d'une diplomatie qui soit digne de ce nom. On n'a plus de diplomatie. Macron a détruit la diplomatie française en mettant des copains à la place. C'est un métier, diplomate. Et puis là, on est en train de prendre acte qu'ici, il y a un mort, là, il y a un autre mort. Ici, il y a un prisonnier qui était un prisonnier politique alors qu'il s'est contenté d'écrire des livres. Et c'est toujours le signe de l'impuissance française. Michel Onfray, j'aimerais qu'on termine
par l'écran noir de C8. Ça s'est déroulé hier soir. C8 et Énergie 12 ont donc cessé d'émettre sur décision de l'Arcom validée par le Conseil d'État. Les salariés, les animateurs, les visages de la chaîne ont fait leurs adieux cette semaine. C'était des scènes extrêmement émouvantes à chaque fois. Il y a la condamnation unanime d'un acte politique, d'une décision politique. On va écouter le président Macron, interrogé au Salon de l'Agriculture, qui dit non, c'est pas une décision politique. Et juste après, Franz-Olivier Gisberg, qui lui dit le contraire. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. Vous savez, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. C'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'Arcom est un peu, comment dire, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. C'est le faux-nez de... oui, bien sûr, et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais, si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte, parce que la liberté d'expression, enfin, dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Tout ça, au départ, c'était l'idée de supprimer CNews, hein, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin, on l'a lu, on l'a vu, on l'a entendu. On a entendu des dirigeants dire « il faut arrêter CNews », etc. Et si vous voulez, c'est intéressant, d'ailleurs, ça venait souvent de la gauche. Et la gauche, elle doit faire attention. Parce qu'elle a tout jeté par-dessus bord de ses valeurs. L'identité, hein, le travail, qui était quand même célébré par Jaurès. Et puis maintenant aussi, la liberté d'expression. Pour Franz-Olivier Gisberg, précédé d'Emmanuel Macron. Michel Onfray. Moi, d'abord, je salue Franz, qui est un ami, et je souscris à tout ce qu'il dit. Quant au petit malin, là, celui qui parlait avant, c'est un menteur, encore une fois. Trump nous l'a dit à la face du monde, c'est un petit malin qui ment. Donc il ment, bien sûr que c'est politique. On fait aujourd'hui l'économie de l'Assemblée nationale, on fait l'économie du Congrès, on fait l'économie de la souveraineté du peuple, on fait l'économie du référendum. C'est fini, on ne pose plus les questions au peuple en disant « que souhaitez-vous » Vous l'avez signalé tout à l'heure, 80% des Français sont pour ceci, 75% des Français sont pour cela. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Solliciter les Français, on ne les sollicite plus. En revanche, on sollicite des organes antidémocratiques qui sont capables, l'Arcom par exemple, mais ça peut être le Conseil constitutionnel également, de dire « ah mais c'est nous qui disons la loi ». Mais on dit la loi au nom d'autre chose, bien sûr. On ne corrige pas le peuple. On dit simplement que ce n'est pas constitutionnel. Il n'y a aucun problème. Le fond, c'est parce que le peuple pense mal, donc il pense mal, le rééduquer. C'est ça. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel voit qu'en 2005, le peuple vote contre le traité européen et qu'en 2008, on le lui refile avec le Congrès, là, c'est drôle, c'est pas anticonstitutionnel, ça, de s'opposer à un référendum. Là, personne n'a trouvé à redire sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on voit bien que le Conseil constitutionnel, d'où l'intérêt de nommer le copain Ferrand et quelques autres, ce sont des endroits qui font la politique à la place du peuple souverain. C'est fini. Aujourd'hui, dès que de toute façon, en Roumanie, le peuple a mis en tête quelqu'un qui défend les intérêts de la Roumanie et des Roumains. On dit, regardez derrière la main de la Russie. Donc on annule les élections. Donc vous avez plein de gens comme ça qui, au nom du droit, au nom de la Constitution et au nom de la liberté d'expression, c'est formidable, on est chez Orwell. C'est ça. Alors, je montre à nos téléspectateurs et je dis pour nos auditeurs que vous avez écrit la théorie de la dictature à l'époque, ça c'est dans les éditions J'ai lu, c'est exactement ça, on est dans Orwell en ce moment. C'est la description de ce que Orwell raconte dans 1984, mais aussi dans La ferme des animaux. C'est-à-dire que c'est au nom de la liberté d'expression qu'on censure. C'est au nom de la liberté d'expression qu'on interdit. C'est au nom de la liberté d'expression qu'on interdit que des débats aient lieu, des rencontres aient lieu, des auteurs puissent faire des conférences. Mais tout ça, c'est pour la liberté d'expression, bien sûr. Hein. Comme toujours. Et je rappelle votre livre qui vient de paraître, l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme aux éditions Plomb. Très bonne recension d'Éric Nolot dans le JD News de cette semaine. Donc merci beaucoup, mon cher Michel Onfray, pour cette émission qui était passionnante. Voilà, j'espère que la semaine prochaine, l'actualité sera peut-être moins lourde. Sûrement pas. Sûrement pas, voilà. On se quitte en tout cas en vous remerciant pour cet temps passé en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.